Bienvenue, cette vidéo est toujours dans la thématique de l'augmentation des risques, à savoir que le changement climatique nous conduit dans un monde qui est de plus en plus risqué. Alors aujourd'hui, pas de blagounette débile sur planète A, planète B, il m'en est pas venu, hein. 36 blagues sur le sujet, j'avoue que j'ai un peu calé. Mais j'ai quand même intitulé cette vidéo de manière un peu provocante Papa, j'ai plus pied, parce qu'on va s'intéresser aux zones côtières. Avant d'attaquer directement cette thématique, je voudrais vous parler de la façon dont le GIEC organise sa description des risques. Il distingue les risques clés, je vais vous expliquer de quoi il s'agit, des risques clés représentatifs, et enfin aussi, il peut les organiser sous la forme de raisons de s'inquiéter, reasons for concern. On va voir tout ça ensemble. Alors déjà, le GIEC définit ce qu'il appelle les risques clés. Et comment il le fait? Ben, il se dit, ben, finalement, les risques clés, c'est les risques qui sont sévères. Et c'est quoi le critère de sévérité? Comment le GIEC le définit? Ben, d'abord, ce qui est sévère, c'est ce qui crée des dommages importants, hein. Un risque est sévère s'il crée des dommages importants. Donc plus les risques sont irréversibles et plus les dommages sont à prendre en compte, plus il y a de seuils ou de points de bascule qui vont faire que les risques vont s'intensifier sur un risque antérieur à ce qui se passe avant, ben, là aussi, ça permet de classer qu'un risque comme sévère. Et puis, s'il y a des contagions, des effets de contagion possibles entre les risques, là aussi, ben, ça renforce la magnitude des dommages et donc la sévérité du risque. L'autre chose à prendre en compte, c'est la probabilité du risque. Un risque est d'autant plus sévère qu'il se réalise fréquemment. Ensuite, il y a la question de savoir finalement quelles sont les caractéristiques temporelles de ce risque. Donc un risque qui se manifeste pendant de longues périodes est plus sévère qu'un risque qui va arriver de manière ponctuelle. Et enfin, ce qui définit aussi la sévérité d'un risque, eh bien, c'est la capacité des sociétés à s'y adapter, hein. Plus c'est facile de s'y adapter, moins finalement le risque est sévère, plus c'est difficile et plus le risque est sévère. Donc les risques clés sont des risques sévères selon le GIEC. En fait, le GIEC, il en a trouvé des tas, hein, de risques clés, puisqu'il en a inventorié plus de 120 en fait, hein. Donc par exemple, l'érosion qui est liée à la montée du niveau de la mer, les inondations qui peuvent être liées à l'augmentation des précipitations, les incendies qui peuvent être liés à la sécheresse, les conflits qu'il peut y avoir autour de la raréfaction des ressources, par exemple la raréfaction des ressources en eau. Les maladies qui peuvent venir du réchauffement avec la migration des vecteurs de transmission, par exemple. Les sécheresses, bien entendu. Donc en fait, le GIEC balaye une quantité de risques énormes, donc plus de 120 risques clés, donc de risques, plus 120 risques sévères. Alors, communiquer sur 120 risques, bah, c'est pas facile, et du coup, le GIEC s'est demandé, mais comment je pourrais un peu les organiser pour pouvoir, en quelque sorte, rendre ça plus facile à saisir. Ben, ils se sont dit qu'ils allaient extraire ce qu'ils appellent des risques clés représentatifs. Alors, c'est quoi les risques clés représentatifs? Eh ben, ce sont des ensembles, hein, ce qu'ils appellent des clusters de risques qui récupèrent donc parmi l'ensemble de tous les risques. Donc, ce sont des risques qui sont en interaction en quelque sorte et qui s'appliquent soit aux mêmes endroits, soit au même système. Et donc, pour vous donner quelques exemples, il y a, parmi les risques clés représentatifs, les risques sur, les zones côtières. On a les risques, sur les écosystèmes, et puis on a des risques, du coup, qui sont, sur des secteurs. Donc risques sur les infrastructures, risques sur, les niveaux de vie, risques sur la santé humaine, risques sur la sécurité alimentaire, risque sur la sécurité en matière d'approvisionnement en eau, par exemple. Et puis on a des risques pour plus généralement d'un autre type qui sont des risques qui affectent la paix et la capacité de se mouvoir d'un pays à l'autre. Et enfin, le GIEC s'est dit qu'il pouvait aussi organiser les risques sur une autre logique, et ils identifiaient ce qu'ils appellent des reasons for concern, c'est-à-dire des raisons de se préoccuper, de s'inquiéter en quelque sorte, hein. Et donc on verra à quoi ça correspond plus tard. Donc on va rentrer du coup dans le détail de nos risques clés représentatifs en suivant l'idée du GIEC. Donc parmi les premiers risques, eh bien, il y a les risques sur les zones côtières, par exemple. Alors les zones côtières, c'est quoi? Bah, c'est des zones à faible élévation. Le GIEC dit finalement c'est
tout ce qui est en dessous de 10 mètres, hein, et donc qu'est-ce qu'il y a dans les zones côtières qui sont à risque? Bah, il y a les écosystèmes de ces zones, qui peuvent être à risque. Il y a les services écosystémiques qui sont rendus par, ces, zones. Il y a les populations qui y vivent, hein, évidemment, et puis il y a les infrastructures qui s'y trouvent, hein, les ponts, les ports, et cetera, voire les aéroports qui sont sur des zones côtières. Et puis il y a tous les moyens de subsistance, en fait, qui sont disponibles pour les populations qui y vivent. En particulier, les zones côtières dépendent quand même de la pêche, par exemple. Alors c'est menacé par quoi? Bah, ces zones côtières, elles sont menacées par le niveau de la mer, hein, par la montée du niveau de la mer, donc on va voir en quoi ça consiste. Par l'élévation des températures, qui peuvent rendre moins fertiles, par exemple, les fonds marins. Il peut y avoir aussi l'acidification des océans, ou les hypoxies de certaines zones côtières qui font qu'il va y avoir moins de poissons. Puis il y a des événements extrêmes, surtout qui touchent les zones côtières, hein, puisqu'elles sont souvent balayées par des ouragans, ou touchées par des tsunamis éventuellement, mais là, bon, les causes sont quand même moins le changement climatique, donc ça, je ne vais pas en parler. Puis, donc, comme je vous le disais, il y a aussi les risques d'hypoxie sur les fonds marins, sur les zones marines à cet endroit-là. Donc première source d'inquiétude, bah, évidemment, il y a l'élévation du niveau de la mer, hein. Donc ça, c'est clairement dû au changement climatique. Donc dans le GIEC, vous allez trouver des projections autour de ce qu'on appelle le Global Mean Sea Level, hein, GMSL ici, et donc à différentes échéances, donc 2050 et 2100 par exemple. Et donc si on regarde les moyennes qui ont été faites sur les différents modèles par la R6, ben on voit que ça dépend quand même des scénarios, parce que ça dépend du coup du niveau d'émission et donc du niveau de réchauffement, mais on est sur à 2050, sur de la trentaine de centimètres à peu près, hein, d'élévation du niveau de la mer. Mais par contre, on est plutôt sur 80 centimètres en 2100, donc et c'est pas interdit qu'on arrive à 1 mètre. Donc, et puis c'est un peu différent selon les endroits et selon les modèles, mais au fond, quand même, on a hein, une moyenne, on peut aller jusqu'à 1 mètre d'augmentation à 2100. Alors, pourquoi le niveau de la mer augmente? Alors, le niveau de la mer augmente pour deux raisons. La première raison, c'est le fait que la mer se réchauffe, hein, et donc les molécules d'eau chaude, bah, en fait, elles prennent plus d'espace, hein, plus de place que les molécules d'eau froide, et donc il y a une dilatation en fait des océans. Et c'est ce qu'ils appellent ici the steric expansion. Et jusqu'à une période récente, bah, c'était la cause première, hein, d'augmentation du niveau de la mer, mais aujourd'hui, elle est dépassée par le fait qu'on a des stocks d'eau, hein, qui étaient pas dans l'océan, sous la forme de glaciers ou de calottes glaciaires, qui fondent et qui donc alimentent l'eau des océans. Donc c'est essentiellement quand même la fonte de ces glaces, hein, ou de ces eaux qui sont retenues hors de la mer, et le fait qu'elles se retrouvent dans la mer, qui crée l'augmentation du niveau de la mer. Et vous voyez ici des estimations, à savoir que si les glaciers, ben, ils ont un potentiel, s'ils fondaient tous, hein, on aurait un potentiel de 0,5 mètres, donc de 50 centimètres d'élévation, du sea level elevation. Et si l'intégralité du Groenland fondait, ben ça donnerait 7 mètres d'élévation. Et si l'Antarctique fondait intégralement, là on est à 58 mètres de sea level elevation, donc d'augmentation du niveau de la mer. Donc là ça peut être monumental, hein, comme conséquence. À quoi il faut quand même ajouter à ces apports, hein, d'eau qui, en quelque sorte, n'étaient pas dans l'océan, qui se retrouvent dans l'océan. Il faut ajouter le fait que la Terre, elle s'affaisse. Elle s'affaisse, je veux dire, naturellement, en quelque sorte, hein, de plusieurs
millimètres, enfin de 0,5 millimètres par an quand il n'y a pas de population, mais généralement dans les zones peuplées, par exemple, à cause de l'érosion et aussi du fait qu'on construit des immeubles, etc., mais c'est surtout l'érosion quand même, elle peut descendre de 2 millimètres par an aussi. Donc en fait, vous avez la mer qui monte et vous avez la terre qui descend. Et du coup, on définit ce qu'on appelle la Relative Sea Level Elevation, donc la hausse relative du niveau de la mer, qui prend en compte les deux effets, hein, à savoir l'effet de la montée du niveau des eaux et l'effet du fait que la Terre, elle descend un petit peu. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que on parle ici de niveau moyen. Mais le niveau moyen, il nous intéresse bien entendu, mais il faut bien comprendre que quand on a un niveau moyen, bah, il y a quand même des impacts qui sont pas simplement dus à ce niveau moyen, puisque ce qui se passe, c'est que d'abord on a des fluctuations des marées, hein. Donc vous savez bien qu'il y a il y a des marées, et donc l'eau elle monte et elle descend, et donc le niveau moyen c'est une chose, mais on est impacté bien sûr aussi par les marées qui peuvent monter au-dessus du niveau moyen. Ensuite, on a tout ce qui est tempête, c'est-à-dire que les vents peuvent comprimer l'eau le long des côtes et donc faire que elles entrent dans les côtes. Donc ça, c'est ce qui est marqué ici comme storm surge, hein. Et puis enfin, il peut y avoir là-dessus, hein, sur ces montées qui sont dues à des tempêtes, il peut y avoir en plus des vagues qui s'accumulent. Donc on n'est pas dans du marais, on est carrément dans de la vague, hein, ici, qui se rajoute sur la montée. Donc si vous cumulez tous ces facteurs, ben, en fait, on considère qu'il y a plein d'endroits qui sont à risque jusqu'à, mettons, plusieurs mètres au-dessus du niveau de la mer. Vous avez quand même régulièrement des entrées d'eau, hein, qui sont dues au fait qu'il puisse y avoir des marées, des tempêtes et des vagues par-dessus la montée du niveau de la mer qui est due aux tempêtes. Donc voilà, en quelque sorte, la vulnérabilité, vous avez bien compris, elle vient de là, hein, elle vient de l'élévation du niveau de la mer et de la variabilité au-dessus du niveau de la mer. Donc voilà. Et puis après, au niveau du mondial, hein, il n'y a pas quand même toujours la même hauteur, hein, parce qu'il y a de la gravitation, etc., il y a des courants, donc le niveau de la mer, il n'est pas homogène sur l'ensemble de toute la planète. Alors combien de gens sont concernés par cette évolution du niveau de la mer? Eh bien, bizarrement, c'est pas très bien su, hein. Bah, en fait, c'est assez compliqué parce que ça dépend de connaître l'exacte, position relative des terres par rapport aux mers à tous les points de la planète, et en fait, ça, c'est quelque chose qui est pas super bien connu, mais on a des études récentes, qui viennent d'être faites avec des nouvelles techniques de photographie, lidar, et qui donc permettent de mieux savoir quelles sont les zones qui sont proches, hein, du niveau de la mer, donc par exemple en dessous entre 0 et 2 mètres, hein, par exemple. Et si on regarde du coup Heu, les estimations qui sont faites du niveau de la mer, enfin des quantités de population par exemple et des aires qui se trouvent, en dessous de 2 mètres, au-delà, du niveau de la mer, ben on s'aperçoit d'abord qu'il y a de très grandes amplitudes de variation selon les estimations, mais avec la nouvelle, avec la nouvelle méthode LIDAR là, et bien on réduit quand même considérablement, les marges d'incertitude à ce niveau, et on voit qu'il y a, presque 300 millions, mais 280 millions ou 290 millions de personnes, qui sont en fait qui vivent dans des zones qui sont en dessous de 2 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et ça pourrait augmenter, hein, dans le futur, parce qu'avec l'élévation du niveau de la mer, il y a de plus en plus de gens qui sont, et donc on pense à terme, en 2050, il peut y avoir, ça peut monter à 400 millions de gens qui vont être finalement menacés directement par les eaux. Donc voilà les ordres de grandeur. C'est beaucoup, beaucoup de monde, hein, puisque donc entre 0 et 2 mètres, on a près de 300 millions de personnes qui donc sont menacées directement par cette élévation de 1 mètre, hein, qui est prévue à échelle de 2100. Alors, c'est pas que des gens, qui sont menacés, c'est aussi bien sûr, parfois des cultures intégralement, hein, puisque certaines îles risquent de complètement disparaître. Alors avec les îles, il y a les modes de vie et puis il y a probablement les traditions et les cultures, peut-être même les langues, hein. Donc, vous avez, parmi les îles qui sont menacées, les îles Salomon, les Maldives, Kiribati, Tuvalu, les îles Marshall, les îles Fidji. Tout ça, c'est des îles, enfin, c'est des archipels souvent, et avec des tas de petits îlots, bah, et qui peuvent simplement être engloutis
engloutis hein, par la montée du niveau des eaux, avec des cultures qui nous font rêver hein, encore, hein, puisque on a lu de l'anthropologie, on a vu les productions artistiques, d'artisanat hein, de ces cultures, et donc bah, ce serait quand même un patrimoine essentiel de l'humanité, hein, en termes culturels et civilisationnels, qui pourrait disparaître avec les lieux qui soutiennent en quelque sorte ce patrimoine. Il faut comprendre que l'élévation du niveau de la mer, c'est un des risques qui est le plus cher et contre lequel il est le plus difficile hein, de s'adapter. Alors certes, les Américains, ils balancent dans le golfe de Floride des énormes blocs de béton pour faire en sorte qu'ils aient moins de tempêtes qui viennent éroder la côte, etc. Mais en fait, il y a plein d'endroits où c'est juste pas possible, parce qu'on n'a pas les moyens ou parce que ça s'y prête pas. Et donc, on se retrouve dans des situations complètement ahurissantes où, par exemple, au Libéria, vous avez des projets de sénateurs qui voudraient déplacer la capitale. Hein. C'est parce que Monrovia, il y a vraiment énormément d'inondations d'eau marine. Et donc, bah, qu'est-ce qu'ils se disent? Bah, on pourrait tout simplement se barrer. Mais ça coûterait évidemment un argent considérable. Il faut déplacer des populations, des bâtiments, etc. Donc, en fait, il faut bien se rendre compte que finalement, hein, la montée du niveau de la mer, c'est des choix extrêmement coûteux, hein, c'est des traumatismes très grands et des coûts économiques très 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 élevés. Aujourd'hui, on est sur du 4 millimètres d'augmentation du niveau de la mer par an, mais avec l'accélération de la fonte du Groenland ou voire de l'Antarctique, ben, on pourrait se retrouver avec du 7 millimètres par an et du coup avoir des élévations importantes du niveau de la mer. Et il y a une série qui est pas mal sur le sujet, c'est la série Extrapolation, en particulier l'épisode 3 de la saison 1, je crois qu'il n'y a qu'une saison. Donc on se situe en 2047 à Miami, et dans un temple juif, du coup, les gens sont obligés d'aller, comme le temple est envahi par les eaux, bah, ils sont obligés d'aller au culte avec carrément des bottes, hein, et donc ils pataugent en fait. Et l'idée, c'est que Miami, la ville de Miami, bah, finance des transferts de bâtiments, donc on les déconstruit et on les reconstruit ailleurs, mais évidemment ça coûte très cher, donc tout le monde bon, ne peut pas le faire, et bah, le rabbin apprend que son temple n'a pas été retenu, et dans le même temps on lui propose en quelque sorte de faire jouer de la corruption pour essayer de remonter dans la liste des prioritaires de la relocation des bâtiments. Et évidemment pour lui ça crée un dilemme absolument terrible. Et au fond, cette série, elle est vraiment bien parce qu'elle montre à la fois la matérialité concrète, hein, savoir que bon, bah, on va se retrouver avec des bottes en plastique, hein, pour certains endroits, et puis aussi le fait que ça va créer des dilemmes moraux terribles, hein, c'est-à-dire comment on va choisir ce qu'on va garder de notre patrimoine. Il va y avoir des renoncements, des sacrifices qui vont être très lourds, et comment la morale, hein, finalement, comment on va pouvoir faire ses choix tout en restant moraux. Donc ça, bon, j'ai bien aimé cet épisode. Si vous avez l'occasion de le voir, bon, l'accès est pas gratuit, mais si vous avez l'occasion de le voir, je vous le conseille sur cette question de la montée des eaux. On trouve sur le web pas mal de simulations qui permettent de se rendre compte de ce qui se passe lorsque le niveau de la mer augmente. Donc il y a beaucoup d'impacts, bien entendu, dans les pays asiatiques, en Indonésie. Donc par exemple, ici, vous avez le Bangladesh, au Bangladesh ici, hein, avec vraiment des impacts qui sont vraiment très importants. En Birmanie, vous avez des impacts très importants aussi, avec vraiment des grosses parties du pays qui peuvent disparaître hein, tout bêtement vont être sous l'eau. Mais on peut aussi voir le même type d'effet, par exemple, au Vietnam, par exemple, ou en Thaïlande, hein, ici la Thaïlande, et ensuite au Vietnam, c'est pareil, on a de très forts impacts, de la même manière que dans le nord du Vietnam aussi, on peut avoir ici autour de Hanoï d'importants impacts. Alors ça ne veut pas dire que chez nous, on soit complètement immune, hein, bien entendu, en Europe aussi, hein, on a des impacts importants.
essentiellement donc en Hollande, hein, vous vous en doutez, puisque ils sont déjà pas mal avec des polders, mais bon, on n'est pas nous non concernés hein, en France, et en particulier dans les zones de la Camargue, par exemple, on peut avoir des impacts importants. Et si vous regardez, bah, Arles est finalement pas très loin, hein, si vous regardez ce qui se passe. Et si on monte, hein, ne serait-ce qu'à 5 mètres, par exemple, d'élévation du niveau des eaux, ça va recalculer ici le niveau des eaux, bah, vous apercevez que Arles, Beaucaire, voire Tarascon se retrouvent sous l'eau, quoi. Donc et c'est quand même des choses qui sont pas du tout impossibles, hein, compte tenu des simulations. Si le Groenland fond plus vite que ce qu'on imagine, bah, ça veut dire que des endroits que nous aimons, hein, tels que Arles par exemple, eh ben, pourraient tout simplement se retrouver sous l'eau. En conclusion, les zones côtières sont particulièrement exposées et vulnérables à la montée des eaux, bien entendu, mais aussi à des phénomènes d'affaissement et aussi à des ondes de tempête hein, qui produisent des dégâts et des érosions importantes. Et peut-être rien ne le montre mieux que l'exemple de Venise, hein, c'est vraiment un patrimoine très important pour l'humanité et il est très en danger, mis en danger par la montée des eaux. Là, vous avez une image en 2022 où les gens bah, se retrouvent à patauger sur la place Saint-Marc qui est envahie par une marée. Donc voilà, le changement climatique, c'est aussi ça, hein, c'est la perte de quantité de terre et d'endroits qui sont essentiels pour notre histoire et pour les gens qui y vivent.